Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une petite vidéo sur un livre dont j'aimerais parler et que je trouve très intéressant. À l'époque, il y a quelques années, j'avais déjà fait quelques articles sur le sujet et aujourd'hui, j'aimerais bien revenir un petit peu en détail de manière assez courte. Ce livre est écrit par John Perkins en 2004 et qui s'intitule Confession d'un assassin financier, avec pour sous-titre assez explicite Révélation sur la manipulation des économies du monde par les États-Unis. Ce livre devait être vraiment beaucoup plus connu. C'est dommage qu'il reste assez dans l'ombre depuis qu'il est sorti. Ça fait quand même une quinzaine d'années. Et donc, ces assassins économiques sont envoyés dans diverses nations. Et John Perkins faisait partie de ceux-là. Il explique la manière de faire, les chantages et les subterfuges qu'ils utilisaient. C'est assez démoniaque. Il a été lui-même un assassin financier. Son travail consistait à convaincre certains pays, stratégiquement importants pour les États-Unis, comme le Panama ou l'Indonésie, d'accepter d'énormes prêts pour le développement de leurs infrastructures et à s'assurer que tous les projets lucratifs étaient confiés à des entreprises américaines. Ainsi infligés de lourdes dettes, ces pays se retrouvaient alors sous le contrôle des gouvernements américains, de la Banque mondiale et d'autres organisations humanitaires données par les États-Unis, qui se comportaient envers eux comme des usuriers, leur dictant les conditions de remboursement et forçant leur gouvernement à la soumission la plus totale. Avec ce genre de guerre économique, l'intérêt est multiple, mais il est surtout intéressant financièrement, puisque au lieu de faire une guerre classique avec des troupes qu'on envoie sur place, là on envoie juste des chiffres, c'est-à-dire qu'on prête de l'argent, qu'on crée nous-mêmes, et que la nation nous rembourse. Il n'y a pas besoin d'envoyer de soldats, pas d'armée, pas de défraiement, pas de pertes humaines. Enfin, l'investissement, il est rentable à 1000%, voire elle trouvait le prétexte économique. C'est la manière de passer en dessous. Au lieu d'aller frontalement en disant on vous aime pas ou on vous désire économiquement parce que vous nous plaisez, parce qu'on est des voleurs, on faisait passer ça avec l'économie en prêtant de l'argent des nations. On leur prétendait de l'argent que, évidemment, les États-Unis eux-mêmes imprimaient, c'est-à-dire qu'elles avaient la possibilité de créer de l'argent. Le principe de la création monétaire est une escroquerie monumentale en tant que telle, mais là, elles utilisaient cette escroquerie pour faire de nouvelles escroqueries et s'accaparer des nations entières. John Perkins explique entre autres comment il travaillait. Je cite, nous avons de nombreuses façons de travailler, la plus courante étant celle où nous choisissons un pays du tiers-monde dont les ressources sont convoitées par nos sociétés, comme le pétrole par exemple. Nous convenons ensuite d'un prêt ruineux, prêt accordé par la Banque mondiale ou l'une de ses organisations sœurs. Mais le pays ne voit jamais la couleur de l'argent. Au contraire, il est versé aux sociétés américaines qui construisent de grands projets d'infrastructures comme les réseaux électriques, des parcs industriels, des ports ou des routes. Seules quelques personnes très riches en profitent, ces choses restant inaccessibles aux pauvres. Ils ne sont pas raccordés aux réseaux électriques, ils n'ont pas de compétences pour obtenir des emplois dans les parcs industriels. Mais tout le pays supporte cette dette colossale impossible à rembourser. C'est à ce moment-là que nous intervenons, nous tueurs économiques. Nous nous rendons sur place et nous demandons. Vous savez que vous nous devez beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas rembourser votre dette, alors vous devez vous saigner aux 80. Voilà comment on met à genoux une nation, en créant une dette impossible à rembourser, en envoyant ces sociétés sur place pour développer les projets qu'on leur a vendus de force, et forcément l'argent qu'on a prêté, il revient directement à la maison mère, c'est-à-dire aux sociétés américaines. Le pays n'en voit pas jamais la couleur, l'argent ne ruisselle pas dans l'économie, donc il n'est pas profitable. Simplement, on sait que c'est pas remboursable sur donc des dizaines de milliards de dollars. Du coup, ces nations, elles étaient soumises totalement à Oncle Sam. Elles ne pouvaient pas disposer d'elles-mêmes telle qu'une nation souveraine classique de par le monde. Non, les États-Unis devaient dicter, c'était les tuteurs. Ils étaient les tuteurs, ils étaient les maîtres. Ils les dominaient, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. C'était leurs marionnettes. Et au final, quand ça n'avançait pas dans tous ces États, la possibilité c'était d'aller faire d'innombrables coups d'État envers les rares dirigeants qui ont justement eu l'audace ou le courage de s'opposer à eux-mêmes et de défendre les intérêts de leur population. On envoyait directement des vrais assassins qui allaient les dessouder clairement. Il y en a eu plusieurs en Afrique et beaucoup en Amérique du Sud également. Il explique en quatrième de couverture, je reprends le texte, les assassins financiers, écrit John Perkins, sont des professionnels grassement payés qui escroquent des milliards de dollars à divers pays du globe. Leurs armes principales, les rapports financiers frauduleux, les élections truquées, les pots de vin, l'extorsion, le sexe et le meurtre. C'est relativement intéressant, ça parle peut-être à beaucoup de monde. Et c'est les méthodes qu'ils utilisaient. On allait dans un pays, on le faisait chanter financièrement,
Si on n'y parvenait pas, on utilisait ce genre de méthode, et si on n'y parvenait vraiment pas, on passait à l'étape suivante. On envoyait des vrais assassins qui allaient éliminer concrètement le président ou celui qui gênait dans un pays précis. Il y a eu d'autres nations qui ne sont pas forcément reprises dans le livre, mais il suffit d'observer un petit peu ce qui est détaillé sur certaines nations dans cet ouvrage pour ensuite extrapoler et comprendre que de nombreuses nations ont subi les assassins économiques. Alors à la base, c'est les Américains qui ont développé ces systèmes, mais c'est pas interdit d'imaginer que les Européens ont fait pareil. Je suis même persuadé que c'est le cas. Après, simplement, elles sont restées plus discrètes ou elles avaient une manière d'agir qui n'éveillait pas les soupçons dans ce sens-là. Prochainement, il sera possible d'asservir un pays sans envoyer de troupes, ni tirer un seul coup de feu, et en faisant porter le coup de cet asservissement aux futures nations qui seront soumises, avec l'appui des autres nations qui regarderont, qui encourageront cet asservissement de peur qu'elles soient elles-mêmes les prochaines sur la liste. À vrai dire, c'est la situation qu'on connaît actuellement, puisque la Grèce a eu quelque temps de ça, la visite de ces assassins financiers. Ils sont passés par Bruxelles avant, ils ont pris les ordres, et ils ont fait leur job à Athènes. Les assassins économiques trouvent leur genèse il y a quelques temps en arrière, du moins il y a quelques décennies en arrière, et c'est un concours de circonstances qui a emmené à leur existence. Ça commence autour des années 50, alors que l'Iran est en train de développer son industrie pétrolière. Elle est sous domination économique des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Le pétrole est donc profite en partie à ces deux puissances. L'Iran n'en profite quasiment pas, ou voire très peu. C'est à cette période, à ce moment-là, qu'est élu le premier ministre iranien. Donc il est élu donc, de manière démocratique. Le premier ministre est ce monsieur qui s'appelait Mohamed Mossadegh, a décidé, une fois qu'il a obtenu le pouvoir, de nationaliser le pétrole. Donc les passe-droits et les profits immenses que faisaient Oncle Sam et la reine d'Angleterre, enfin du moins la couronne britannique, ont été stoppés à ce moment-là, et du coup, ça a posé un gros problème aux États-Unis en particulier. Ils ont décidé de récupérer ce qui était, à leurs yeux, leur propriété, c'est-à-dire le pétrole, puisque tout le pétrole appartient aux États-Unis. Dans l'esprit des Américains, le pétrole leur appartient, où que ce soit sur Terre. Soit on leur donne de bon gré, soit on finit pilonné et on est ramené à l'âge de pierre. En tout cas, dans les deux cas, c'est à eux. Il faut le savoir simplement. Et à cette époque-là, ils étaient encore vraiment dans le fait de bombarder tout le monde ou d'écraser tout le monde militairement beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Et c'est à cet instant qu'a eu lieu un concours de circonstances. Il fallait dénationaliser les puits de pétrole, mais on ne pouvait pas faire une guerre directement. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale, et les États-Unis n'avaient pas forcément les moyens de relancer une nouvelle guerre loin de chez eux encore une fois. Ils ont décidé d'agir de manière sournoise. Allen Dulles va organiser en mai 1953 l'opération Ajax, le premier d'une longue série de coups d'État entièrement gérés par la CIA. À Téhéran, le premier ministre iranien Mossadegh vient de décider la nationalisation de l'Anglo-Iran Oil Company. Les Britanniques organisent un embargo international à l'encontre de l'Iran, plongeant le pays dans le chaos. Mais les compagnies pétrolières anglo-saxonnes qui quittent le pays jugent cette mesure insuffisante et poussent le Premier ministre anglais à demander au président Eisenhower de les aider à se débarrasser de Mossadegh. C'est Allen Dulles qui mettra au point son renversement et le retour au pouvoir du jeune Shah Reza Pahlavi, qui dirigera le pays jusqu'à sa chute 25 ans plus tard. Ça n'a pas été un coup d'État parfaitement organisé. C'était plutôt quelque chose d'assez fou. Et vous savez qui était derrière tout ça? British Petroleum, BP. Le Premier ministre anglais est venu voir Eisenhower et lui a dit « Nous risquons de perdre les puits de pétrole iraniens, et nous en avons besoin, comme vous avez besoin de ceux de l'Arabie Saoudite. » Et les Américains y sont allés. Ils ont fait des événements, ils ont provoqué des événements, des émeutes, contre le Premier ministre Mohamed Mossadegh, en envoyant des agents infiltrés en Iran, pour idée de faire circuler le bruit que le Premier ministre est quelqu'un de mauvais, on a inventé des scandales sur lui, montés de toutes pièces. On n'a aucune preuve, c'est juste des scandales sexuels, des scandales de pots de vin, etc., qu'il détournait l'argent du peuple, etc. Tout ce qu'on peut imaginer qui existe aujourd'hui, ça a été mis en place à cette époque-là. On a lancé ces agents agitateurs dans les rues de Téhéran. On a fait venir, on y a joint des figurants également qu'on a payés,
des gens sur place. Il y avait réellement également des opposants, bien sûr, qu'on a utilisés forcément. Et on a commencé à faire gigoter tout ça dans les rues de Téhéran. La presse anglo-saxonne s'est mise et a relayé ça, c'est monté en épingle. Et puis il y a un mouvement populaire qui est né. Et il y a eu des émeutes. Et il y a eu des... Elles étaient relativement restreintes, mais on les relayait, donc on avait l'impression qu'elles étaient grosses. Et au final, on a fait venir, à cause de ces émeutes, on a fait sortir l'armée et on a finalement destitué le Premier ministre élu démocratiquement en Iran, M. Mohamed Mossadegh. Je n'avais aucun doute là-dessus. Et j'ai trouvé que l'idée était excellente. Si on ne s'était pas débarrassé de lui, il y aurait probablement eu un gouvernement socialiste, communiste ou Dieu sait quoi encore. On ne pouvait pas laisser tomber l'Iran, mais d'un autre côté, on n'allait pas refaire une deuxième guerre de Corée en Iran. L'opération clandestine était la solution la moins coûteuse. Et comme la CIA était inactive et qu'Alan Dulles venait de prendre ses fonctions avec pour mission d'agir, il l'a fait. Et d'après lui, le moyen le moins onéreux de montrer que nous étions une grande puissance, c'était de renverser des gouvernements, mais en confiant ce travail à la CIA. Ça a été un si grand succès qu'ils se sont dit, pour le Guatemala et les autres pays, on n'a qu'à faire comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et la question de savoir si c'était moral ou immoral... On l'a destitué et on a mis à sa place celui qui allait arranger les choses pour les puissances économiques anglo-saxonnes, c'est-à-dire le Shah, le fameux Shah d'Iran, qui a été donc aussi servile que possible pour ses maîtres, puisqu'il a dénationalisé, dirons-nous, le pétrole, donc c'est redevenu le produit pour les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc chose promise, chose due, le Shah a servi de chien ses maîtres en fait, en réalité. Et donc cette affaire qui s'appelle l'affaire Ajax, qui a été montée donc de toutes pièces en 1953, si je ne dis pas de bêtises, et donc ça a donné beaucoup d'idées aux États-Unis pour les futures guerres à venir, entre guillemets, puisque pour le coup, ils n'avaient pas, pour réussir leur mission, ils n'avaient pas investi énormément d'argent, très peu, quelques dizaines de milliers de dollars, je ne dis pas de bêtises, pour envoyer leur personnel et faire les petites agitations et soudoyer quelques personnes pour les emmener dans la danse. Ça a suffi pour renverser un pays et récupérer la mise pétrolière iranienne. Là, a germé donc l'idée de se dire on peut éventuellement faire des guerres sans forcément envoyer une armée, donc en utilisant quelques personnes d'influence, si besoin est avec quelques armes pour shooter quelques personnes précisément, mais sans plus. Les décisionnaires, ceux qui appuient sur le levier, il faut viser ces personnes-là dans la nation concernée. Ceux qui ont un petit peu de pouvoir, il faut juste les dérouiller et ça débloque beaucoup de choses. Ça s'est développé, mais l'idée est partie de cette affaire Ajax. Et on est arrivé ensuite à ce qu'on connaît maintenant comme les assassins économiques, tels que décrits dans le livre de John Perkins. Voilà, c'était un simple résumé assez concis de ce qu'est ce livre. Je ne suis pas rentré dans tous les détails, sachant qu'il fait un peu plus de 200 pages. Et qu'il y a beaucoup de petits événements. Il parlait régulièrement de ce qu'il fait sur le terrain, les discussions qu'il a, les gens qu'il rencontre, dans les endroits où il va. Il parle de ses CV, de sa société qu'il a montée et qui lui servait ensuite de couverture pour ensuite aller donc, dans différents pays, dans les 4 coins du monde. Donc j'ai simplement fait un résumé, j'ai éludé beaucoup de choses. C'était simplement pour parler du système, de la mécanique de ces assassins économiques et comment ils fonctionnaient. Évidemment, l'opération Ajax n'était pas en tant que telle n'avait pas le même fonctionnement que les assassins économiques. C'est elle qui a inspiré la méthode utilisée ensuite par les assassins économiques. Et c'est l'intérêt justement de faire ce parallèle. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie de votre attention et n'oubliez surtout pas de liker, de diffuser, de vous abonner, de partager. C'est le but de toutes ces vidéos. Partagez et diffusez au maximum en vous remerciant et à très bientôt j'espère.